Donnez-lui une bonne note. Dans ce reportage, nous nous sommes rendus à Lyon à la rencontre de Sébastien Chabal, à Paris à la rencontre de Philippe Saint-André, Raphaël Lacafia, Imanol Arinordoki, Lionel Faure, Gonzalo Quesada, Antoine Marin et Lionel Rossigneux, ainsi qu'à Genève à la rencontre de David Ginola, afin de déterminer comment et pourquoi le rugby est passé professionnel en 1995 en France, ainsi que les conséquences que cela a pu avoir sur le sport d'un point de vue socio-économique et sportif. Mais tout d'abord, revenons en 1823, là où tout a commencé. D'après la légende, l'apparition du rugby est attribuée à un geste fou d'un élève, William Webb Ellis, qui, lors d'un match de football de son collège, aurait ramassé le ballon de ses mains pour le déposer dans la cage adverse. Ainsi naît le rugby. Le rugby, dans sa conception, inclut des valeurs fortes qui sont enseignées aux rugbyman dès leur plus jeune âge, si bien que l'on parle du rugby comme une véritable école de la vie. C'est dans ce sens que Pierre Camus, actuel président de la Fédération française de rugby, définit son sport. Le rugby ne construit pas un sportif tout de suite, mais un homme en premier lieu. Valeurs dont nous parle Philippe Saint-André, actuel entraîneur de l'équipe de France de rugby. Les valeurs, déjà, on est un sport de combat, mais un sport de combat collectif. Donc, dans un monde où c'est l'individualisme à outrance, c'est important. On n'est rien sans les 14 autres. Après, c'est du respect, c'est de la solidarité. On est un sport de transmission aussi. Et donc, je crois que c'est important. Valeurs que confirme Imanol Arinordoki, international français de 32 ans, évoluant en poste de 3e ligne au Biarritz Olympique. Le respect de l'adversaire, le fait de garder les troisième mi-temps ensemble, de boire un coup après les matchs, de se serrer la main à la fin des parties. De plus, le rugby est très attaché à la cohésion des membres d'une équipe. Comme le dit Jean-Pierre Rive, ancien international français des années 70, le rugby, c'est l'histoire d'un ballon et de copains autour. Quand il n'y a plus le ballon, il reste les copains, c'est quand même l'essentiel. En d'autres termes, les rugbyman ne partagent pas uniquement le sport qui leur est commun, mais leur vie entière. C'est ainsi que l'on parle d'un point de vue sociologique de famille rugby. Bien que le rugby soit officiellement passé au professionnalisme en 1995, certains joueurs sont officieusement rémunérés avant. En France, cette rémunération s'exprime par des accords entre les entreprises et les clubs. Les joueurs acceptent de changer de club en contrepartie d'une bonne place dans une entreprise locale. Cette pratique, apparue dans les années 1920, et bien qu'elle ne soit pas une rémunération directe, est là aussi condamnée par la Fédération française de rugby. Malgré ces interdictions, les pratiques persistent et sont connues de l'ensemble du monde du rugby, bien qu'étouffées au profit de l'image d'un rugby purifié de toute forme d'argent. Mais si le rugby amateur ne présentait presque que des qualités, pourquoi est-il donc passé professionnel ? Au milieu des années 90, éclate une affaire médiatique qui changera à jamais le statut du rugby, l'affaire Murdoch. Rupert Murdoch, grand homme d'affaires australien, demande le rachat intégral des droits télévisés du championnat de rugby australien à la Fédération nationale, la Australian Rugby League. Devant le refus de cette dernière, Murdoch décide de débourser 400 millions de dollars américains pour créer une compétition de rugby parallèle, la Super League. Le rugby professionnel est né. En août 1995, l'International Rugby Board, la puissante institution du rugby mondial, autorise, sous la pression de l'hémisphère sud, le rugby professionnel. C'est ainsi que la France, en 1997, devient une des dernières équipes à se professionnaliser. Nous avons donc demandé à Philippe Saint-André quelle est la raison de cette professionnalisation tardive. Parce que après la Coupe du Monde 95, le rugby est passé professionnel. Donc les pays de l'hémisphère sud, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande sont passés pro. L'Angleterre aussi. Et nous en France, on était un peu... disons qu'on était avec le frein à main, on ne savait pas si ça allait être bien, on ne savait pas si on n'allait pas tuer un peu nos valeurs. Et donc on a été un peu
restrictif. Et puis 2 ans après, on a pris 58 points ou 59 points contre les Sud-Africains au Parc des Princes. On a fermé le Parc des Princes, je me souviens, ça a été mon dernier match. Et là, on a dit oui, on est en train de prendre du retard. Donc le rugby français va se mettre au professionnalisme. Et puis je crois que c'était une bonne chose. Si on veut rivaliser avec les meilleurs du monde, on était obligé de suivre. Nous, à l'époque, on s'entraînait entre midi et 2 le soir. Les autres, c'était leur métier, ils faisaient que ça. Et donc, automatiquement, un décalage était en train de se faire entre les joueurs pros et les autres. Avec la professionnalisation s'impose le problème des budgets. Comment faire pour se construire financièrement ? À cette question, les clubs trouvent une réponse dans le sponsoring et les droits télévisés. Dès 1998, Nike sponsorise le 15 de France et lance une campagne publicitaire à cette occasion, à la hauteur de 2,2 millions d'euros. Aujourd'hui, l'équipe de France possède de nombreux sponsors, comme BMW, Orange ou encore la GMF, ainsi que Nike et Peugeot pour l'équipe de Toulouse par exemple. Les droits télévisés représentent également une part rémunératrice importante dans le budget des clubs et de l'équipe de France. Canal+ arrive dès 1996 sur le championnat et débourse en moyenne depuis cette année 32 millions par an, redistribués aux différents clubs. Le groupe France Télévisions s'approprie lui en exclusivité les matchs internationaux de l'équipe de France. En moins de 6 ans, le rugby connaît une explosion médiatique et passe d'une quasi-inexistence audiovisuelle à être le deuxième sport le plus retransmis à la télévision en France, après le football. C'est donc petit à petit que le rugby est passé professionnel. Mais à présent, il faut chercher à comprendre les conséquences que cette professionnalisation a engendrées, et dans un premier temps, d'un point de vue socio-économique. En effet, cette professionnalisation n'engendre pas seulement une création de masse salariale, mais une quantité importante de produits dérivés, ce qui contribue à développer le secteur extrasportif des clubs. Dès lors, la popularité d'un club ne dépend plus uniquement de ses résultats sur le terrain, mais également de sa capacité à se faire connaître à travers ses secteurs marketing et sponsoring, si bien que le rugby devient un véritable business. Pour citer un exemple, le club parisien du Stade Français est un des pionniers en termes de développement extrasportif. Sous l'ère du président Marc Guazzini, le club va constamment faire la une des journaux avec la création d'un maillot rose, puis du calendrier des dieux du stade, des délocalisations de matchs au Stade de France et la création d'un spectacle à l'américaine. Ainsi, la part de chiffre d'affaires engendrée par ces produits dérivés et ces opérations marketing représente 25% du chiffre d'affaires total du club parisien. Sébastien Chabal, figure emblématique du rugby français et considéré comme la superstar du rugby par excellence, nous explique que sans la professionnalisation, il n'aurait jamais eu la même notoriété qu'il a aujourd'hui. C'est donc par son image extérieure qu'il a su s'inscrire comme une superstar. Qu'est-ce qui fait l'image d'une personnalité, d'un sportif, d'un acteur, c'est tout le paquet cadeau qu'il y a autour, c'est toute la communication qui est faite autour. Donc s'il n'y a pas de professionnalisation, il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup de diffusion. Donc la notoriété d'une personne ne dépasse rarement les barrières de son club ou de son village, quoi. Alors qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'avec les médias, les réseaux sociaux, la télé, la notoriété peut être faite quasiment instantanément. On peut faire la notoriété d'une personne en 3 clics, quoi. Donc c'est sûr que si le rugby avait été encore amateur aujourd'hui, ma notoriété serait restée peut-être autour de la capitale lyonnaise et pas bien au-delà. Mais qui dit professionnalisation dit argent, et parfois trop d'argent. Nous avons donc demandé à Lionel Faure et Imanol Arinordoki s'ils ne craignaient pas que le rugby devienne trop contrôlé par l'argent. Contrôlé par l'argent. C'est le risque. Je ne sais pas si mes coéquipiers t'en ont parlé. C'est vrai que ça peut dériver à un moment donné. On ne sait pas vraiment à quel moment, mais on voit qu'il y a des échelons qui se passent au fur et à mesure des années. Et peut-être que d'ici quelques années, ça ne viendra pas dans une extrême comme le foot, mais l'argent peut à un moment donné contrôler une partie du rugby. Et Imanol Arinordoki d'ajouter:
c'est la dérive qui est la plus dangereuse, à savoir que les plus gros budgets et les plus gros clubs attirent les meilleurs joueurs et qu'il y ait plus de magie du match de rugby où quelle que soit l'équipe qui joue contre l'autre sur les phases finales notamment, n'importe qui peut gagner. Donc c'est sûr que là il y a un fossé qui est en train de se creuser entre 3-4 clubs et le reste du championnat, mais bon, ça ne pourra pas l'empêcher. Comme Imanol Arinordoki vient de le mentionner, on assiste à un élitisme dans le rugby qui se n'était jamais vu auparavant. Les équipes de certaines villes, comme celle de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, se voient confrontées à un manque de capitaux qui les entraîne parfois dans un gouffre financier. De nombreuses dettes relèguent le club en 3e division en 2011, alors que 2 ans auparavant, il faisait partie de l'élite. L'extra-sportif et l'aspect financier prennent donc petit à petit le dessus sur le sportif. Une forme de séparation s'exerce sur les clubs depuis la professionnalisation, puisque seuls ceux qui ont de forts capitaux et d'investissements importants peuvent se maintenir dans l'élite et perdurer. La professionnalisation pose également un autre problème important, celui de la reconversion. On observe que les joueurs, lors de l'amateurisme, étaient entièrement intégrés à la société, avec un emploi du temps déjà défini et un cercle social en partie extérieur au rugby. Gonzalo Quesada, ancien international argentin et actuel entraîneur du Racing Métro à Paris, nous expose son point de vue. Je ne savais pas que j'allais être professionnel, donc moi j'ai fini le bac et j'ai fait ce qu'il y a ici, c'est l'équivalent, c'est le Master 2 en bac plus 5 en sciences économiques et gestion d'entreprise. Le rugby amateur m'a permis de savoir que la vie, parce que le rugby pro c'est ça le principal inconvénient, c'est que certains gamins, joueurs jeunes, et ça va trop vite, ils ont de l'argent, les joueurs au rugby s'entraînent, la vie est facile et simple, et c'est pas forcément la réalité. Et du coup, quand tu commences amateur, tu sais qu'il va falloir bosser, étudier, se former, se préparer si on veut à peu près que ça se passe bien dans l'avenir. Avec la professionnalisation et l'augmentation des heures d'entraînement, des représentations du club et d'un salaire complet, le joueur de rugby est en totale immersion dans le rugby et est donc en partie à l'écart de la société. Raphaël Lacafia, international français de 22 ans, nous parle de son avenir. J'y pense toujours, et puis c'est normal, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué. Derrière, après mon bac, j'ai eu un BTS, donc voilà, c'est quelque chose. Après, j'aimerais bien faire une licence dans les années à venir, mais j'y pense, je me laisse pas aller. Comme le dit Philippe Saint-André, c'est le rôle des entraîneurs de préparer les joueurs à l'après-rugby. On les pousse aussi à faire d'autres choses, à se développer. Dans une semaine de professionnels, ils ont énormément de temps qui continuent à apprendre des langues, à faire de l'informatique, enfin qui se donnent les données pour pouvoir assurer aussi leur après-rugby. Donc c'est à nous, dirigeants, joueurs, entraîneurs, surtout éducateurs, syndicats des joueurs aussi, de les entourer et de bien les préparer à la vie de rugby professionnel, mais à la vie après. Donc tu prépares tes joueurs à la reconversion? On les prépare à la reconversion et puis surtout, on essaie aussi de lui montrer que c'est un énorme privilégié, il vit de sa passion. La professionnalisation a donc engendré une nécessité de reconversion. Comme on peut le voir sur ce tableau, sur 160 joueurs reconvertis, 152 sont en activité. Cela montre bien que le bilan est positif, et cela peut être expliqué justement par ces valeurs du rugby, car les joueurs, malgré la célébrité, gardent les pieds sur terre. Toutefois, ces conséquences socio-économiques peuvent donc nous amener à nous poser une question. Est-ce que les valeurs du rugby ont changé? D'après Serge Blanco, président du Biarritz Olympique, c'est la vie qui change, ce n'est pas le rugby qui change la mentalité. Différentes personnalités nous exposent donc leur opinion sur les éventuels changements des valeurs du rugby. Les valeurs en elles-mêmes n'ont pas vraiment changé. C'est juste les mentalités et tout ce qui peut graviter autour du rugby. Il y a toujours ces valeurs de combat, d'engagement qui font gagner les matchs. Non, les valeurs sont toujours là et je pense qu'elles resteront ancrées dans notre sport pour longtemps. Et les valeurs du rugby, certaines valeurs? Pour ma part, non, je ne pense pas. Au contraire, ça les a exacerbés, ça a donné beaucoup plus de force aux valeurs du rugby, je crois. Non, je crois qu'aujourd'hui, le rugby se protège
en fait, contre la montée de l'individualisme dans la société, parce que les valeurs sont ancrées dans la pratique même de ce sport. Sur un terrain de rugby, jamais vous pourrez marquer un essai tout seul, traverser le terrain. C'est forcément un effort collectif qui demande une certaine notion du sacrifice, du courage, de l'engagement, de l'abnégation, et que ce soit dans le monde amateur ou dans le monde professionnel, cette réalité elle est encore là. Donc aujourd'hui sur un terrain, même si le monde professionnel est là, il y a encore besoin de toutes ces valeurs. Donc je ne pense pas que le rugby est en danger sur cet aspect des valeurs. Nous avons également posé la question à David Ginola, ancien international français de football, qui nous donne son avis. Je ne pense pas que le professionnalisme puisse les faire déroger à certains principes importants et certains fondamentaux qu'ils ont eus depuis tout petit. Le monde du rugby est tellement différent par rapport au monde du football et je pense qu'ils sont largement capables de faire des choses que nous n'avons pas réussi à faire nous malheureusement. Outre les conséquences socio-économiques, la professionnalisation du rugby a aussi engendré des conséquences au niveau sportif. Le premier phénomène observé est l'immersion totale et le risque de burn-out. Avec la professionnalisation, les exigences sportives de haut niveau augmentent. On observe ainsi qu'en 2006, un joueur de rugby professionnel a une moyenne de 16 heures d'entraînement par semaine, match non compris, alors qu'en 1992, un joueur de rugby de haut niveau s'entraînait entre 8 et 10 heures par semaine. Il y a 15 ans, on faisait 2 séances de musculation par semaine. Aujourd'hui, on fait une séance de musculation par jour. Presque, voilà, très précise, très poussée, voilà, les membres inférieurs, les membres supérieurs, tout ce qui est épaules et coups pour la sécurité. Et après, au niveau du rythme de jeu, dans le monde amateur, on doit avoir des temps effectifs de jeu qui de l'ordre de 10 ou 15 minutes sur un match de 80 minutes, donc c'est très peu. On arrive en top 14 à une quarantaine de minutes. Et quand on va regarder les matchs internationaux, on doit arriver à 50 minutes de temps de jeu effectif. Donc c'est là que tu t'aperçois qu'au niveau de la course, de l'endurance, il faut beaucoup travailler. De plus, les pressions sont de plus en plus nombreuses en raison de la possibilité de jouer en Coupe d'Europe ou en sélection nationale. En ce sens, on peut donc craindre la surcharge psychologique sur les joueurs et l'effet de burn-out, qui désigne en psychologie le syndrome d'épuisement professionnel. On a pu observer ce phénomène de burn-out en 2011 lorsque Napoleoni Nalaga, joueur de l'équipe de Clermont-Ferrand, a quitté ses coéquipiers pour se réfugier aux Fidji, son pays d'origine, en raison de la surcharge de pression de la part de son club. La professionnalisation a également engendré des temps de jeu plus importants, comme l'a mentionné Sébastien Chabal. Depuis que le rugby s'est professionnalisé, les joueurs ont dû considérablement modifier leur nombre d'heures d'entraînement ainsi que leur mode de vie. Ces changements entraînent donc une croissance dans le nombre des blessures. Cette croissance est due à l'augmentation de la puissance de l'impact. Le rugbyman court plus vite, passe plus de temps sur le terrain, il est plus lourd en raison des heures de musculation très rigoureuses et percute donc les autres joueurs de manière plus violente, ce qui accroît les probabilités de fracture, par exemple. De ce fait, on estime la force de l'impact d'un plaquage à la hauteur de 650 kg en moyenne aujourd'hui, alors qu'il n'était que de 480 kg avant la professionnalisation. Tous ces éléments contribuent à l'évolution de l'appréhension d'une blessure chez le joueur professionnel et à des exigences plus importantes à haut niveau. L'impact de la professionnalisation se ressent également chez les jeunes. La part de formation et d'épanouissement professionnel est mieux prise en compte qu'avant. On voit apparaître des structures de centres de formation spécialement dédiées aux jeunes joueurs dès 14 ans. Ainsi, les joueurs peuvent à présent combiner études et rugby. Néanmoins, on peut craindre des problèmes physiologiques chez ces jeunes joueurs. En effet, un nombre de produits énergétiques important leur est prescrit durant leur formation, alors que leur corps en pleine croissance n'est pas adapté à ce genre de substances. On peut alors craindre une modification du métabolisme importante. Et d'un point de vue général, la professionnalisation a tout de même eu un impact positif sur les jeunes joueurs puisqu'elle a permis une meilleure prise en charge et des expectatives professionnelles plus concrètes. Mais que retenir de la professionnalisation du rugby ? Pour revenir à notre problématique, le rugby est passé au professionnalisme par question de survie. Le rugby devait se professionnaliser s'il ne voulait pas tomber dans l'oubli ou l'image d'un sport traditionnel vieillot. La raison pour laquelle nous avons fortement insisté sur les valeurs du rugby, c'est parce qu'elles sont la cause de cette professionnalisation tardive. En effet, les joueurs et les dirigeants craignaient que ces valeurs soient balayées par l'argent, comme cela s'est produit dans le monde du football.
Les conséquences de ce changement, comme évoqué durant le reportage, sont nombreuses. On en observe des positives, comme le développement médiatique de ce sport, la création d'un jeu spectaculaire, des compétitions plus dynamiques et une prise en charge plus complète des joueurs, pour citer des exemples. Mais on observe aussi des conséquences négatives, comme la suprématie de certains clubs sur leur championnat, grâce à leur forte capacité financière, le risque d'exclusion sociale des joueurs, l'augmentation du nombre des blessures, ainsi que la surcharge psychologique. Que choisir alors entre le monde professionnel et le monde amateur? Nous avons donc demandé à plusieurs personnalités s'ils avaient le choix aujourd'hui, que choisiraient-ils? Tu dirais quoi et pourquoi? Une seconde, je choisis le rugby professionnel parce que quand on a la chance de pouvoir vivre de sa passion, voilà, on n'hésite pas. Le rugby professionnel parce que c'est assez incroyable de pouvoir vivre de sa passion, tout simplement. Les avantages du rugby d'il y a 15 ans et le rugby de maintenant. On va faire une critique sur le monde amateur, mais repartir dans le monde amateur aujourd'hui, après avoir évolué dans le monde professionnel, je pense que c'est pas possible, ça serait trop compliqué parce qu'on ne peut pas demander à des joueurs qui viennent là pour le plaisir d'avoir le même niveau d'exigence que nous. Donc après, pour moi, c'est compliqué de comparer ce monde amateur et ce monde professionnel. Le rugby connaît donc une professionnalisation controversée. En effet, on trouve presque autant de points positifs que de points négatifs, et le futur développement de ce sport reste encore incertain. Pourtant, une question pèse aujourd'hui dans le monde du rugby. Ce sport connaîtra-t-il les mêmes dérives que le football ? David Ginola nous apporte un premier élément de réponse sur la question qui terrifie les rugbymen conservateurs. Les petites choses qui font qu'on perd petit à petit, on va dire, le contact avec le public. Alors, bien heureusement, le rugby a essayé de minimiser ça et je me suis rendu compte que justement le rugby a toujours eu cette relation avec les gens. C'est déjà une autre éducation par rapport au football. En Angleterre, on dit que le football est un sport de gentlemen joué par des voyous et on essaie le rugby un sport de voyous joué par des gentlemen. J'espère que cet adage restera le plus longtemps possible parce que c'est l'image qu'on a du rugby. Et quelque part, je pense que le rugby a une possibilité de détrôner le football, dans le sens où les valeurs qui sont inculquées dans le rugby et qu'on voit tous les samedis sur les terrains, il y a beaucoup plus de respect, le respect des règles, le respect de l'autre. Le respect de l'arbitre, et ça c'est quelque chose qui est très important et qui se perd dans le football. Donc je pense que ce passage au professionnalisme était obligé, était obligatoire d'une certaine manière, mais voilà, c'est l'avenir qui nous dira si le rugby a réussi son pari. Donnez-lui une bonne note. Enfin quand même. On va d'abord commencer, je pense. Commence par là où tu veux. Je l'espère. Je sais pas par où. Ah mais si t'as pas préparé ton travail aussi. 3 semaines. C'est bon, Marc, t'as le temps. T'as le temps de remettre tout dans l'ordre. Ah putain, il y avait 2 caméras. Ouais, il y a 2 caméras. Il est là. Et là, on est en place. Là. To the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. T'as pris un technique et t'as pris un GRI, c'est pas ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il peut pas être et banquier et spécialiste de la caméra vidéo. Hein. Alors. C'était très concentré sur la. C'était ça. C'est la première, en 2 ans, avec la. C'est le plus d'argent, ouais, c'est ça. Ah, vas-y, explique. Ok. J'ai déjà expliqué. J'aimerais avoir 17, 18 ans et être jeune, beau, affûté. Et le joueur, s'il est bon, la caisse d'épargne est contente. Merci beaucoup. La professionnalisation du rugby a détruit les vraies valeurs. Les valeurs du rugby. Les valeurs du rugby. Merci Yoli. J'ai fait une autre question.
Faut que je réponde. Ah aussi. J'ai. Là, il a trouvé son job. Allez, viens. Merci beaucoup. Et donnez-lui une bonne note. Comment? Donnez-lui une bonne note. Parfait. Hein, c'est bien ça? Ça, c'est bien. Pour le cas final.